Bienvenue et bonjour à tous. Ils sont les piliers de la République, les policiers, les pompiers et les élus, bien sûr, les maires de France. Dans moins d'une minute, appel à la mobilisation civique après l'attaque à la voiture bélier du domicile du maire de La Île-et-Rose. Nous sommes notamment à Lyon, Paris, Marseille. Nous verrons également des images à Nantes, Nanterre, Mont-Saint-Barrel dans les Hauts-de-France. Vous voyez cette mobilisation. Nous parlerons également des circonstances de la mort d'un pompier de 24 ans, Damien Damelincourt, caporal-chef de la brigade de sapeurs-pompiers à Paris. Le ministre de l'Intérieur lui a rendu hommage. Et puis c'est le grand retour de la sociologie de l'excuse, la culture de l'excuse servie par l'extrême gauche après les émeutes, tentatives de justification inacceptables. Vous verrez de nombreuses réactions. Mais pour l'heure, cette mobilisation, on va revoir ces images un peu partout en France, les maires, les élus inquiets, évidemment après l'attaque à la voiture bélier du domicile du maire de La Île-et-Rose, Vincent Jeanbrun. Il y a une mobilisation un peu partout en France devant l'hôtel de ville, devant les mairies, Paris, Nantes, Montpellier, Marseille. Nous serons dans quelques instants à Marseille. Je présente nos invités, Caroline Pilas, Arthur de Vatrigan, Joseph Touvenel, Denis Jacob, secrétaire général Alternative Police, nos journalistes Police-Justice, Célia Barotte, bonjour à vous, et Gauthier Lebret nous accompagne. C'est un symbole que nous voyons avec, ce rassemblement, cet appel au rassemblement. Mais même la question que je pose, et je la pose aux policiers, Denis Jacob, qu'est-ce qu'on va dire? Qu'est-ce que le gouvernement, à part une présence hier importante, vous avez l'exécutif aux côtés du maire de La Île-et-Rose, mais enfin on ne va pas mettre un policier derrière chaque élu, chaque maire. C'est ça la réalité. Donc quelle protection aujourd'hui? Que peut leur apporter l'État en termes concrets? Je pense que malheureusement le sujet est particulièrement complexe, difficile. Ce qui vaut pour les maires, bien évidemment, premier élu d'une commune, vaut aussi pour mes collègues policiers. Et aujourd'hui, vous le savez, nos collègues, en dehors d'être ciblés quand ils sont en service, aujourd'hui sont suivis, identifiés. J'ai de nombreux témoignages qui font remonter qu'ils sont même, ces individus, à proximité des commissariats, relèvent les plaques d'immatriculation, suivent nos collègues, mais veulent s'en prendre aussi à leur famille. C'est ce qui s'est passé aussi pour le maire de La Île-et-Rose. Hier, on a une collègue hors service avec ses 2 enfants qui a été poursuivie du côté de Palaiseau, si je ne me trompe pas, et qui a failli être percutée. Donc si les policiers eux-mêmes ne peuvent pas être protégés, qu'est-ce que ça va être du reste de la société? Vous répondez à ma question, pardonnez-moi, moi j'ai l'impression qu'on est démunis, qu'on est un peu nus. Je parle au plan de ce qu'on peut proposer, parce qu'on ne pourra pas assurer une sécurité rapprochée, renforcée pour tous ces maires et ces élus. La réponse, Sonia, et je ne veux pas qu'on interprète mes propos par rapport au travail de la justice, mais il faut une réponse pénale ferme. On ne peut pas avoir le code pénal qui donne des sanctions et avoir comme décision de justice des sanctions à minima, de sursis et autres. À un moment donné, il faut être ferme. Quel est l'objectif? Est-ce que cet objectif, c'est d'éviter un nouveau drame pour qu'il n'y ait pas, alors là, l'embrassement généralisé? Mais comment voulez-vous combattre le guérilla avec les Denis Jacob, il y a quand même une complexité. Moi, je ne suis pas partisan d'y aller excusez-moi, je vais prendre une image un peu forte, mais moi, je ne souhaite pas que mes collègues aillent dans les cités à la Kalachnikov, quoi. Enfin, à un moment donné, on ne peut pas monter dans cette escalade. Et puis, intervenir dans ces quartiers, c'est très compliqué. Moi, j'y ai travaillé pendant plusieurs années. Autant sur une manifestation, dans une avenue, vous pouvez tout cadrer, et encore, vous pouvez tout encadrer et à peu près régler le problème du maintien de l'ordre. Mais dans des quartiers, c'est complètement... Déjà, il y a l'environnement qu'on ne connaît pas forcément, puisque beaucoup de policiers qui interviennent ne sont pas issus du quartier. Il y a l'environnement, donc les rues, les bars d'immeubles, les squares. Enfin, il y a tout un contexte qui fait qu'on ne peut pas intervenir en sécurité et que malheureusement, il vaut mieux reculer pour notre sécurité que d'intervenir et d'avoir des policiers de tuer ou d'autres personnes de tuer. Et une autre chose, Sonia, permettez-moi, le problème qu'on a aujourd'hui par rapport aux émeutes de 2005, c'est la problématique des réseaux. On en parlait un petit peu. On va en parler, parce que parfois c'est l'arbre qui cache la forêt, mais il y a quand même un rôle. Mais vous dites parfois les policiers reculent, ils sont surtout d'un courage admirable là. Complètement. Et surtout, on parle de la justice, mais dites-moi, avec ce qui s'est passé pour La Île-et-Rose, c'est la cour d'assises. C'est la cour d'assises, oui. Non, une tentative d'assassinat. C'est une tentative d'assassinat, c'est la cour d'assises. C'est-à-dire ces jeunes émeutiers dont on parle, ils vont se rendre compte de ce que c'est qu'une cour d'assises et de ce qu'ils risquent d'écoper pour une tentative d'assassinat. Est-ce qu'ils en ont au moins conscience? Je ne suis même pas sûr qu'ils en aient conscience, Sonia Mabrouk.
Je pense qu'on a affaire à des personnes qui n'ont... C'est pas une excuse que je donne, hein, mais je pense qu'ils n'ont absolument pas conscience de ce qu'ils font et de la gravité de leurs actes. Je pense que, d'ailleurs, on a beaucoup de mineurs dans cette histoire qui prennent plus ça, pour certains, pour un jeu, d'autres qui sont là par opportunisme. On en parlait aussi tout à l'heure un petit peu. Est-ce que... je vois pas le rapport entre aller piller un magasin de luxe et la mort du jeune Naël. Franchement, je vois pas le rapport. Il y a des choses que je comprends pas dans l'expression, si on peut parler d'expression d'une colère. L'expression de la colère ne justifie pas la violence. C'est un prétexte. Bien sûr, c'est un prétexte. La colère, on peut faire la démonstration par tout autre moyen, des marches blanches, des manifestations, des pétitions, saisir les parlementaires. Il y a tout un tas d'autres actions républicaines qui permettent de faire comprendre et porter la colère. Mais la colère par la violence n'apporte jamais rien de bon et n'apporte surtout pas de solution. Comment vous réagissez, vous, Denis Jacob, un sociologue reçu dans les médias, parce que lui, il n'a pas de problème à aller sur le service public, vous dit tirer de feux d'artifice sur les forces de l'ordre, j'envoie un message, c'est envoyer un message de détresse qu'il faut entendre concernant les violences policières. Donc c'est une expression finalement sociale. Malheureusement, en tant que policier, on entend ce discours depuis des décennies. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on a des problèmes de violence urbaine, d'émeutes, et moi j'en ai déjà connu dans les années 90, donc c'est pas récent, à chaque fois, on essaye de trouver des excuses à l'expression de cette violence. Or, il n'y a pas d'excuses à trouver, ces violences n'ont rien à voir avec... Vous craignez que c'est ce qui va arriver? Vous croyez que le président de la République va dire, écoutez, après être revenu de Marseille, après combien de plans en banlieue, etc., va décréter une nouvelle... Mais alors, il y a une chose est sûre, c'est qu'aujourd'hui, il y a besoin d'une réponse sécuritaire. Ça, c'est indéniable, tout le monde est d'accord. Plus que cela, 45 000 forces de l'ordre, GIGN, RAID déployées, il faudra rester malheureusement le temps qu'il faut pour qu'il n'y ait plus de violence. Mais on ne règle pas le problème. On met le couvercle par-dessus. Et puis ça va reporter dans 6 mois, dans 1 an, dans 10 ans, dans 20 ans. Non, il faut qu'il y ait une réponse. Mais la réponse au problème de fond, tout le monde dit on s'en occupe depuis 20 ans. Vous avez le ministre de l'Intérieur, c'était affiché sur votre écran, va parler au quartier. Le président de la République dit j'essaie de comprendre. Mais ça fait 40 ans qu'on essaye de comprendre. Ce que j'ai malheureusement dit, après le drame de Nanterre, les propos qui ont été tenus par certains responsables politiques ou élus locaux, d'attiser la haine anti-flic, de faire un amalgame entre l'affaire elle-même et l'ensemble de la profession. Que la mère de Naël elle-même ne fait pas. Ni la grand-mère. Tout à fait. Et qui aujourd'hui fait que, effectivement, on a des policiers qui sont identifiés, les adresses diffusées sur les réseaux sociaux, ils sont suivis. Donc, si les policiers ne peuvent pas assurer la sécurité demain, qui va l'assurer? C'est le dernier cordon, c'est même plus un cordon. C'est le dernier rempart de notre démocratie, Sonia Mabrouk. Si ça s'écroule, et voilà, c'est même le pouvoir qui est nu. Ce que je voulais dire, c'est rendre hommage à ces frères d'armes, si je puis dire. Complètement. De toute façon, ils prennent autant de risques que nous, ils sont aussi en danger que nous, comme d'ailleurs nos camarades pompiers. Il faut le rappeler, vous le disiez très justement tout à l'heure, d'ailleurs aujourd'hui, dans les quartiers difficiles, les pompiers ne peuvent plus intervenir pour porter secours aux gens ou éteindre un incendie sans être obligés d'être escortés par la police. Rajouter les médecins, les soignants, bien sûr. Bien sûr. Et si je peux me permettre, pour compléter ce que disait Aurélie Laroussi, la première chose, c'est que malheureusement, c'est pas nouveau. C'est que moi, j'ai connu une période où quand un collègue était identifié et qu'on suivait à domicile, eh bien, on réglait pas le problème de la délinquance, mais c'est lui qu'on mutait à l'autre France à l'autre bout de la France avec sa famille, justement pour qu'il soit en sécurité. Donc c'est un vrai sujet. Et puis... Sur ces familles, aujourd'hui, effectivement, on dit à nos enfants de ne plus donner la profession de papa ou de maman qui est policier, policière. Ça va être la même chose pour les pompiers, ça va être la même chose pour les maires, ça va être la même chose. Et petit à petit, on se demande qui pourra encore rester épargné. Excuse de minorité, on va continuer à en parler, on marque une pause. Et puis la responsabilité des parents pointée du doigt par Éric Dupond-Moretti. Gardez vos enfants, en gros, mais quel impact? Qui est encore écouté? Quel responsable? Non, mais c'est important comme discours. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le tenir. J'ai vu les propos du préfet de l'Hérault ce matin, qui disait 2 claques et au lit. Alors, c'est vrai que la fessée maintenant est interdite, mais aujourd'hui, on est dans une société où on a pris par principe, on a mis en place le principe de l'enfant droit. C'est-à-dire que l'enfant, non pas qu'il n'a pas de droit, mais en gros, l'enfant est autorisé à tout parce que l'enfant, il faut
faut le protéger, faut surtout pas... Faut pas le frustrer. Protéger son enfant, c'est un peu normal. Mais d'accord, mais enfin, le préfet, si de claques au lit suffisait pour... Pardonnez-moi. Vous avez raison. Exagérément. Mais parfois, ces enfants, c'est deux claques à la mère. Oui, malheureusement. Il y avait des interviews ce week-end et ils lui disaient, elle va au lit. C'est les enfants à la maison qui commandent, parce que j'entendais une interview là-dessus où les enfants font le double de taille de leur mère, et puis c'est la maman qui se prend une claque et pas les enfants. Donc on a un problème d'autorité, de responsabilité parentale, ça j'en suis sûr. De là à dire que maintenant les parents sont responsables de tout, on va en parler. Il y a une marge, parce que les parents gardent leur enfant à la maison, surtout quand il y a un soir d'émeute, ok, mais quand le gamin il est à l'extérieur, il fait des bêtises. On en parle. Et puis après 6 nuits d'émeute, de violence, la question évidemment est de savoir quel sursaut sécuritaire, judiciaire, politique, moral, idéologique. Vous entendez ce débat sur l'excuse de minorité supprimée et sur la responsabilité des parents pointés du doigt. Honnêtement, on partage tous qu'est-ce qui va se passer après. Est-ce que tout change pour que rien ne change? C'est exactement ça. Alors. Quelle peut être la réponse politique? Oui, parce que si vous me permettez, je tiens à le dire quand même, il ne faut pas oublier que 90% de la population qui vit dans ces quartiers, c'est les premières victimes. Bien sûr. Et c'est eux qui ne demandent qu'à ce qu'on s'occupe d'eux et qui en ont assez d'être considérés comme des citoyens de seconde zone, parce qu'on a tout retiré dans les quartiers, on n'a plus rien pour s'occuper d'eux. Qui ont Mais l'État, sur ces 40 dernières années, on a détricoté. J'ai déjà dit la dernière fois sur votre plateau, Sonia, moi j'ai connu je ne vais pas dire la police de proximité, parce que moi, c'était encore avant. Mais j'ai connu des commissariats de quartier où le policier était en contact direct avec la population et il y avait de l'autorité. D'ailleurs, la population, c'était notre première source d'information dans les quartiers pour les trafics en tout genre. Aujourd'hui, il n'y a plus les services publics en tant que tels dans ces quartiers. Mais dites-moi, pardonnez-moi, s'il y avait un retour des commissariats de quartier, de la police de proximité, en sachant que vous êtes considéré comme une bande rivale, comment vous serez accueillis? Il y a une deuxième solution aussi, Sonia, c'est que quand on a des familles qui posent problème dans un quartier, on les exfiltre, on les expulse. C'est déjà arrivé quand on a identifié des familles qui sont dans les trafics, qui alimentent. Alors c'est sûr, on va les retirer, on va les mettre ailleurs. Hein, donc on peut déplacer le problème. Mais le but étant de casser tout ce schéma d'économie souterraine de trafic par ces quelques familles qui pourrissent le quotidien de la majorité. Aujourd'hui, c'est vous qui êtes exfiltré de certains quartiers? Oui, mais c'est pour ça qu'il faut qu'on éradique les noyaux durs de délinquance. Et une fois qu'on a procédé à cela, mais c'est un débat qu'on a depuis des années. Hein. Comment? Je vous assure, dites-moi comment. Les trafics, il faut s'attaquer au trafic encore plus qu'on le fait aujourd'hui. Oui. Il faut qu'on éradique, il faut qu'on retire ces familles qui sont au cœur de ces trafics des cités, qu'on réinvestisse les cités et surtout qu'on arrête de donner... Vous réinvestissez avec quoi quand ils gagnent 2, 3, 4, 5, 6 fois plus que ce qu'on peut leur proposer? Réinvestir la police dans les quartiers de manière pérenne. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? À part l'éducation nationale qui est encore un peu présente dans les quartiers difficiles, qui vient en tant que représentant de l'État dans ces quartiers? La police. Et on y va quand? Uniquement quand on doit aller régler des problèmes. Je suis sûr que le problème est simplement sécuritaire, délinquance et trafic de drogue et qu'il n'est pas culturel. Et dans ce cas-là, c'est un défi plus vaste. Culturel au sens large. Hein. Oui. C'est pas l'immigration, c'est beaucoup plus large. C'est une question de mœurs, c'est une question d'attitude, de respect de l'État, de l'autorité, etc. Et dans ce cas-là, pardonnez-moi, comment vous relevez le défi? Non, mais vous avez raison. Il y a un problème de ghettoisation de certains quartiers. Moi, je suis désolé, mais si, parce que c'est ce qui s'est passé quand on a fait venir une main-d'œuvre bon marché de l'étranger. Je suis désolé de le dire. Ça a commencé sous De Gaulle, quand on a commencé à faire venir les Italiens, les Portugais, ça a été les Polonais, puis plus récemment les populations d'origine maghrébine. On a fait quoi? On les a ghettoisés dans des quartiers qu'on a construits pour eux. On ne peut pas dire qu'à l'époque, on a fait de l'assimilation des personnes étrangères. La question, c'est quelle responsabilité? C'est-à-dire, est-ce qu'aujourd'hui, quand il y a de telles scènes, une telle réalité d'émeutes, de violence, et qu'un responsable politique n'appelle pas au calme, qu'est-ce que vous pouvez lui opposer? Refuse même de le faire, clairement. Nous, ça nous pose une difficulté en tant que policiers, parce que nous, on défend la République. Et la République, c'est les élus. Donc, dans ce genre de situation, il devrait y avoir une unanimité. Il ne devrait pas y avoir de posture clanique, de parti à parti. Tout le monde devrait tenir le même discours. Voilà, la France, elle est en feu. Eh bien, on devrait avoir un discours unique, quel que soit le parti politique. Et quand on a
des personnalités politiques. Alors on m'a déjà rétorqué, oui, mais ce qui est dit dans les médias par les politiques, ceux qui sont dans les cités en train de brûler, ils n'écoutent pas. Je ne suis pas tout à fait d'accord. Et quand vous avez des personnalités qui ont une tribune médiatique, comme peut l'avoir Monsieur Mélenchon, ça ne participe pas à l'apaisement et au calme. De la même manière que du côté policier, il y a aussi des prises de position qui sont contestables dans la façon de dire les choses. Oui, je dis clairement. Je le dis clairement, parce qu'à un moment donné, on a une responsabilité. On est des policiers, on représente la République, mais quand en plus on est syndicaliste, on a une responsabilité à ne pas souffler sur les braises. On a le droit de dénoncer les choses. Et il faut le faire, c'est ce que je fais moi aussi, bien évidemment, de dire qu'on a affaire à des voyous, à des criminels, que c'est inadmissible, qu'il faut une réponse sécuritaire forte pour que ça cesse, bien évidemment. Mais de là à utiliser des termes qui ne vont qu'attiser la haine et la violence, non, on a tous une co-responsabilité dans ce qui se passe dans ce pays. Quand on a une parole médiatique, il faut faire très attention. Eh bien, merci de l'avoir porté justement ce midi avec tous nos invités.